Je me souviens quand j'avais 7-8 ans, il y avait un dispensaire avec des sœurs. Et moi, je disais, moi, je veux être ça. Je veux être une bonne sœur. Je veux être pareille. Je veux pouvoir aider les gens. Aujourd'hui, à 49 ans, je peux dire que je ne suis pas bonne sœur, hein, d'accord. Je ne suis pas une religieuse, mais en tout cas, je suis dans l'amour des êtres qui viennent me voir. Surtout, je suis dans l'aide. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Oh là là, j'ai la chair de poule rien qu'à vous présenter l'épisode qui va suivre. C'est un échange tout en émotion que je vous propose avec Stéphanie Bouvier. J'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie, magnétiseuse, sur les conseils d'une autre de mes invitées, cette chère Valérie Sug. Lorsque nous avons enregistré cet épisode, je sortais de plus d'1 heure de soins et de massages intuitifs entre ses mains expertes. Bref, je planais complètement. Pourtant, vous l'entendrez, même si Stéphanie dégage beaucoup de douceur et d'apaisement, elle n'a pas été épargnée par la vie. On parle souvent de coups durs dans La Petite Voix, mais il faut reconnaître que pour Stéphanie, ils ont été nombreux, et ce, dès ses premières heures de vie. Bienvenue donc dans un épisode très touchant et qui donne envie de profiter de la vie. Avec Stéphanie, nous allons parler d'une enfance en famille d'accueil, d'une méningite qui a fait d'elle un légume, d'une envie écourtée de faire de la psycho et de la vie qui décide pour elle qu'il est temps qu'elle exploite son don. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci à toi pour ton invitation et bienvenue à toi aussi au cabinet. Merci beaucoup. Ouais, on va en parler du cabinet puisque je viens de passer un moment entre tes mains pour un massage intuitif. Donc, c'était formidable, mais on aura l'occasion d'y revenir. Avant de se lancer, Stéphanie, ce serait chouette que tu te présentes un petit peu pour les personnes qui nous écoutent. Alors, je m'appelle Stéphanie Fatia Bouvier, je suis de Mornan, dans le 69, et j'exerce à Saint-Laurent-d'Agny, dans le 69, et j'ai 49 ans. Du coup, comme je le disais, moi je suis un peu shootée. Hein. Là, je vais faire notre entretien. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je viens de passer 1h30 entre les mains de Stéphanie pour un massage intuitif qui a été vraiment délicieux. Là, je commence la journée comme ça, c'était juste top. Donc, je ne sais pas où l'entretien va nous emmener. On va se laisser guider, comme d'habitude, sur La Petite Voix avec les invités. Ça se passe toujours bien. Tu le sais, Stéphanie, moi j'aime bien parler avec mes invités de leur parcours. Le tien est hyper riche. Il y a pas mal de rebondissements et de choses à raconter. Alors, je ne sais même plus par où commencer, mais finalement, on va faire avec le plus simple. C'est que ton début de vie, dès le départ, est incroyable, puisque tu es né, donc on se le disait en off, en 1972, à 5 mois et demi de grossesse. Comment se fait-il que tu sois encore là ? Rien que ça, c'est déjà dingue. Eh bien, on m'a dit une fois, une personne d'éclairée, si je peux me permettre, qui m'a dit en fait que j'avais une auréole autour de moi et que en fait, si je suis née à 5 mois et demi et que je me suis accrochée, c'est que j'ai une force apparemment dans la vie, en la vie même. Et c'est vrai que 5 mois et demi, j'ai pas trop de séquelles, mis à part l'asthme où je suis asthmatique. Mais sinon, voilà, je suis toujours là, à 49 ans. Donc, tu me disais tout à l'heure, tu pesais 500 grammes à la naissance.
Donc j'imagine que tu es resté longtemps hospitalisée. Comment ça s'est passé, ces tout débuts de vie, et comment tu penses que ça a impacté l'enfant et ensuite l'adulte que tu es devenu? Alors c'est assez particulier parce que faut dire que ma mère, ma génitrice, ne me voulait pas. Et en fait, si je suis née à 5 mois et demi, c'est parce qu'elle a fait en sorte que je ne sois pas là. C'est-à-dire qu'elle s'est donné les moyens d'interrompre la grossesse? Elle m'a dit elle portait des charges lourdes. Et c'est pour ça que je suis arrivée plus tôt que prévu, parce que je n'étais pas une enfant. J'étais une enfant désirée sans l'être. Mon père, en fait, c'était une histoire d'amour entre eux, sauf que ma mère ne savait pas que mon père était déjà marié et qu'il avait déjà une famille. Je suis née d'une relation d'amour, mais avec un poids pour ma mère, et qui avait déjà un enfant, et qui fait que elle a voulu faire en sorte que je parte de façon naturelle. Et en fait, non, je me suis accrochée. Mais bon, je ne lui en veux plus, c'est fini, je lui ai pardonné pour tout ça. Et en fait, c'est une maman, c'est un être qui avait soif de liberté aussi, et qui était hors convention, qui n'était pas du tout conventionnel, dans une famille maghrébine. Premier maghrébin arrivé à Aix-en-Provence, la dernière de la fratrie, et qui en a fait qu'à sa tête, mais avec des parents aimants. Voilà, très aimants, très intégrés, et qui a des parents mes grands-parents, qui ont gâté leurs enfants, quoi. Qui ont fait du mieux qu'ils ont pu pour apporter à leurs enfants une éducation française et des valeurs françaises, je dirais même, ce que des dires de ma mère, plutôt des valeurs gaullistes, donc carrément. Donc, du coup, tu nous expliques que tu arrives dans cette famille avec une maman rebelle, un peu trop jeune peut-être pour devenir maman, en tout cas pas prête à l'être. Tu as été placée dès le départ? Non, au départ, je vivais avec mes grands-parents. Et en fait, je faisais trop de crises d'asthme, mais c'était finalement c'était une difficulté pour mes grands-parents. Mon grand-père de me garder, il était tout le temps en souci. Donc ma mère m'a prise, et elle a essayé de faire sa vie avec moi, mais c'était pas simple du tout. Donc elle a préféré me placer dans une pouponnière pour pouvoir faire sa vie, mais surtout elle avait décidé de quitter le nid familial et de voler de ses propres ailes, et elle n'avait pas un sou, quoi. Voilà, puisque j'étais placée dans une pouponnière à Bavans, et été recueillie par une famille d'accueil pendant 18 ans à peu près. Ouais, donc le début de vie quand même, où tu arrives à 5 mois de grossesse, et ensuite tu vis une enfance où tu vas être portée d'un lieu à l'autre. Mais quand même, ta maman est toujours là un peu en fil rouge? Alors maman n'était pas là parce que je ne voulais pas la voir, parce que pour moi, ma maman, c'est celle qui m'a élevée. Et puis, j'en avais peur, parce que pour moi, c'était une étrangère quand elle essayait de venir me voir dans ma famille d'accueil. J'en avais peur, parce que je pense qu'aussi ma famille d'accueil, en tout cas ma génitrice, ma gardienne, celle qui m'a élevée, me disait pas forcément du bien. Voilà. Et ce qui était un peu réel, elle me disait qu'elle m'avait abandonnée, que ci, que ça, donc voilà. Et du coup, je l'appelais madame, je la vouvoyais quand elle venait me voir, ma mère, et j'avais pas du tout ce sentiment d'être la fille de. Et puis, je me suis construite comme ça, sans mère, sans ma génitrice, et dans une culture catholique, avec les habits du dimanche, les habits de la semaine, les souliers vernis, voilà. Et n'empêche qu'un faciès maghrébin, donc qui pouvait un peu dénoter en Franche-Comté, là où j'étais. Mais finalement, j'ai eu des très belles valeurs qui sont le respect, le fait aussi le travail, le fait de s'investir dans le travail. En revanche, j'ai été élevée à la dure, donc voilà. Donc ça a été très très compliqué pour me construire. Je remercie ma gardienne de m'avoir élevée, de m'avoir transmis ces valeurs-là, mais je lui ai déjà dit, puisque j'ai travaillé sur le pardon, je lui ai exprimé que j'aurais aimé qu'elle me dise qu'elle m'aimait. Et elle ne me l'a jamais dit. Et quand je lui ai dit, au moment de ma préparation du baptême, elle m'a dit, mais comment veux-tu ne pas aimer un enfant pendant 20 ans quand on l'a élevé? Oui, mais tu ne me l'as jamais dit. Voilà, donc se construire avec la différence,
Avec moi, il y avait un Pierre, hein, c'est mon faux jumeau, puisqu'il est né le même jour, il est né le même mois que moi. Et Pierre est arrivé après moi, mais on a été élevés ensemble, quoi. Et Pierre était blond aux yeux bleus. Ça se passait comment dans la tête de la petite fille que tu étais, du coup, un peu ballottée déjà dans les familles, peut-être dans les cultures, et sans cette affection-là dont tu nous parles? Eh ben, ça se passait où j'avais beaucoup d'amour. Alors, beaucoup d'amour à donner, mais surtout, ce qui m'a aidée, c'est que moi, dans ma chambre où j'ai été élevée, j'avais une chambre avec un crucifix et j'avais le missel, ce qu'on appelait le missel, et je le lisais. Et en fait, ce qui m'a vraiment sauvée de cette période-là, c'est la foi en Dieu. Parce que même si j'étais pas baptisée, j'allais quand même à la messe, mais je communiais pas. Et c'était mon refuge, la messe. L'école et l'église étaient mon refuge. Et je suis tombée sur un homme qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Ulysse, l'abbé Ulysse. Et lui, il m'a entraînée, il a vu. Et il m'a sorti de temps en temps, il me sortait de cette famille pour que je puisse voir ailleurs. Et il m'a ouvert à la foi chrétienne. C'était pour moi une relation merveilleuse parce que c'était une merveilleuse sans jugement, sans maltraitance, sans rien de tout ça. Et j'existais à ce moment-là. J'existais en tant que telle. Et surtout, à l'époque, je me souviens quand j'avais 7-8 ans, il y avait un dispensaire avec des sœurs. Et moi, je disais, moi, je veux être ça. Je veux être une bonne sœur. Je veux être pareil. Je veux pouvoir aider les gens. Aujourd'hui, à 49 ans, je peux dire que je ne suis pas bonne sœur, hein, d'accord. Je ne suis pas une religieuse, mais en tout cas, je suis dans l'amour des êtres qui viennent me voir. Surtout, je suis dans l'aide émotionnelle et corporelle. Et je suis heureuse. Parce que à travers mon parcours chaotique, on peut dire ça comme ça, j'ai quand même été élevée. Je me suis élevée finalement. J'ai été élevée, éduquée. Ma gardienne pourrait dire que j'allais dire que j'avais une tête de cochon, une tête de boche, et que des fois elle me disait que j'étais moins que rien. Et ça a été mon leitmotiv de dire déjà enfant de la DAS. Donc à l'époque, on était des losers. Ensuite, on se dit en fait, je suis une moins que rien. Moins que rien. Quand t'as 7 ans, 8 ans, t'en prends plein la figure, quoi. Et puis, t'es en plus d'origine étrangère. Ça m'a donné cette force de me dire, cette rébellion de dire, mais j'y arriverai, quoi. Et je suis devenue ce que je suis devenue par ma force. Entre-temps, on s'est séparés avec ma gardienne. Je parle de ma gardienne parce que son mari est décédé, j'avais 12 ans. Et c'était la première fois que j'étais confrontée au deuil. Et Jean, c'était mon papa. C'était celui que j'aimais du fond du cœur. Voilà, c'est lui qui avait des mots toujours gentils pour moi. Et c'était compliqué pour lui parce que sa place n'était pas forcément une place bien. Mais les souvenirs que j'en ai, c'est que je me souviens que j'ai passé sa pommade quand il avait un zona. Enfin, j'étais là, il était là, et puis il me prenait toujours la tête. Et ça va aller, tout va bien se passer. Ouais, c'était auprès de lui que tu trouvais toute la douceur que tu n'avais peut-être pas auprès de ta gardienne, qui, elle, gérait le foyer et faisait qu'on filait droit, quoi. Elle a fait comme elle a pu. Et puis, j'avais mon caractère quand même aussi. J'étais une rebelle, hein. Je me laissais pas faire. Même si c'était compliqué, que j'avais des raclés, hein. Je recevais des raclés, les coups de ceinture, les coups de... Ça faisait partie de notre quotidien avec Pierre. Mais ce dont je supportais pas, c'était l'injustice de dire, Pierre, lui, il avait le droit de regarder la télévision le soir, en cachette, et moi, j'avais pas le droit. Donc, toi, ce côté, on fait des différences. Il y avait une ségrégation, en fait. Et ça, je supportais pas. Et c'est ça qui me révoltait. Et je lui disais, mais c'est pas juste. Et en fait, on partait dans des colères difficiles, voilà, entre nous. Mais bon, j'ai fait ma petite route. J'ai tenu le coup jusqu'à mes 15 ans. À 15 ans, j'ai voulu retrouver ma mère. J'ai vécu 1 mois avec elle, mais c'était pas ça du tout. On n'était pas du tout sur la même... J'étais dans quelque chose de très cadré avec ma gardienne. Je l'étais plus avec ma mère. Et du coup, j'étais en manque de repères. Donc, j'ai demandé à retourner chez ma gardienne. Et à 17 ans, j'avais pas tout à fait 18 ans, j'étais
dans ce qu'on appelle dans un foyer pour jeunes. Alors moi, j'étais la seule fille déjà. Et j'ai été émancipée pratiquement puisque j'avais un budget jeune majeur, ce qu'on appelle le budget jeune majeur pour les enfants qui viennent de la DAS, que je vais gérer jusqu'à 21 ans. Et puis ce budget jeune majeur, c'était compliqué pour moi parce que je ne savais pas, j'avais pas la notion de l'argent puisque ma gardienne gérait tout. Et du coup, ça m'a appris. Comme on dit en Franche-Comté, on dit j'ai bouffé la vache enragée. Mais ça m'a appris et par contre, je bossais, j'étais au lycée et le mercredi, et dès que je pouvais, j'étais animatrice pendant les vacances pour pouvoir gagner un peu de sous, quoi, en plus. Et puis, j'ai rencontré le papa de ma fille aînée. Du coup, j'ai arrêté mes études de psychologie. Et... Alors, pardon, on s'arrête 2 secondes. Tu faisais des études de psycho ? Voilà, de la psychologie parce que je voulais être institutrice. Et en fait, je pouvais faire 2 ans. À l'époque, c'était le DUG. Et après, intégrer l'UFM. Moi, je m'étais du coup mis dans la psychologie parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais bon, j'ai rencontré le papa d'Océane, de ma fille aînée, et j'ai tout laissé tomber. C'est quand même intéressant de voir que tu avais... Pourtant, Dieu sait si autour de toi, tu n'avais pas eu que des hommes et des femmes doux. Et en fait, tu t'es quand même dirigée vers la psycho pour peut-être comprendre les rouages de ça. Je voulais soit être psychologue pour enfants, soit prof d'allemand, parce que je faisais allemand première langue et c'était une langue que j'affectionnais particulièrement, ou soit juge pour enfants. Comment est-ce qu'on devient maman, en sachant que déjà au départ c'est difficile, mais avec ton parcours ? C'est une revanche en fait. C'est la revanche c'était plutôt la revanche sur mon passé, sur mon enfance à moi. Par contre, j'ai étouffé ma fille aînée. je l'ai étouffée. C'est-à-dire que j'étais une mère poule qui était dans l'amour inconditionnel. Enfin, je le suis toujours avec Élise, ma cadette, je le suis, mais j'ai appris de mes erreurs avec ma fille aînée parce que on a discuté, je l'ai étouffée, ma fille, parce que par excès d'amour. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et je voulais être la mère parfaite. Alors là, et quand on n'a pas de repère au niveau de son enfance, en tant que père et mère, on est dans l'exigence. Je me mettais la pression parce que je voulais être une mère modèle. Je voulais pas être encore la ratée de service, entre guillemets, par rapport ou la moins que rien. Je voulais assurer cette fonction de maman. Et c'est vrai que très tôt, je voulais être maman. Finalement, et Océane, elle n'est pas arrivée par hasard non plus. Océane, j'ai failli la perdre à 5 mois et demi. On rappelle juste, tu avais 21 ans quand tu l'as eu. Donc, tu étais effectivement une maman hyper jeune. Oui, mais j'étais prête. Je me suis mariée jeune. J'ai rencontré le papa d'Océane, j'avais 18 ans. À 20 ans, je me mariais. À 21 ans, j'étais maman. Et à 25 ans, on se séparait. Voilà, mais voilà, c'est pas... C'est une belle... Voilà, Océane, c'est une belle œuvre. C'est une richesse, c'est mon aînée. Et grâce à Océane, j'ai pu aussi apprendre le métier de maman. Grâce à elle, j'ai pu aussi relever la tête quand il y a des moments où j'en avais marre, quoi. Mais elle m'a donné cette force de vivre. Et ma fille, on était très fusionnels. On n'en parle pas encore, mais en termes de métier, là, tu avais donc lâché la psycho, etc. Tu étais plutôt rentrée, si je dis pas de bêtises, dans la fonction publique pour pouvoir subvenir aux besoins de ta petite famille, quoi. Mon premier boulot était être documentaliste dans un collège classé ZEP, donc compliqué, mais j'étais avec les enfants. Et en parallèle, quand j'étais plus jeune, je faisais mon BAFA, j'avais passé mon BAFA. Et j'ai passé mon BAFD. Maintenant, c'est plus le BAFD, c'est autre chose, mais c'est le brevet d'aptitude de fonction de directeur. Ce qui m'a permis de pouvoir diriger des colonies, des centres de loisirs pendant mes vacances scolaires, puisque comme je travaillais dans un collège, j'avais toutes mes vacances. Donc, encore une fois, là, j'ai bossé toutes les vacances. J'emmenais ma fille avec moi parce que ça lui faisait un toit, enfin, ça lui faisait à manger aussi. Enfin, financièrement, c'était compliqué. Donc, je me suis un peu retrouvée, comme quand je me suis retrouvée à 17 ans et demi, 18 ans. Mais je savais ce que c'était, donc voilà. Ça me faisait pas peur, mais j'étais très heureuse d'être autonome, de pouvoir
choisir mon appartement, de le décorer à ma façon, d'avoir pour la première fois de ma vie, d'avoir cette autonomie. Mais voilà, ça a été formateur pour moi. Et puis après, il y a eu la mairie de Mornan. J'y suis arrivée en 2000. J'étais en CDD. En 2003, j'étais embauchée, donc titulaire de... Et il n'y a pas longtemps, j'ai pris ma disponibilité. J'ai pris mon envol. Alors justement, parlons-en. Non seulement de ta disponibilité, mais enfin, tu avais certainement du talent dans les métiers que tu occupais à la mairie, etc. Mais tu as aussi un vrai talent dans les mains, de magnétisme. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Donc comment tu as découvert ça? Par exemple, quand tu étais cette petite fille dans cette famille d'accueil, est-ce que déjà tu l'utilisais ou tu l'avais ou c'est venu plus tard? J'avais des ressentis. Ça, c'est quand j'étais petite, j'avais des ressentis, mais c'était des ressentis de petite fille. J'avais besoin de donner beaucoup d'amour. Mais c'est à 20 ans que j'ai découvert que j'avais le don. Et je ne sais pas du tout comment j'ai eu ce don. Je me dis, c'est peut-être la grand-mère du papa de ma fille qui me l'a donné, parce qu'une fois, je me suis brûlée et elle m'a barrée. Elle m'a dit des choses aussi dans mon oreille, mais je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Et peut-être qu'elle me l'a transmis à ce moment-là, parce que c'est au moment où moi, je me suis brûlée, que je suis allée la voir, qui m'a barrée, et qu'après, j'ai découvert le don. Parce que moi, je me suis rebrûlée. Et quand je me suis rebrûlée la main, j'ai mis ma main de façon instinctive. Et là, j'ai découvert que j'avais le don parce que je n'avais plus rien. Et j'avais 20 ans. Et 20 ans, tu te dis, en fait, on va te prendre pour une folle. Donc tout de suite, aussi, dès que tu découvres que tu as ce don-là, notamment là, de barrer le feu, hop, tu le mets sous le tapis, quoi. T'en parles quand même à ton mari? Non, j'en ai même pas parlé à Yannick, le papa d'Océane, à l'époque. J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé du tout, en fait. J'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi. En fait, je faisais par discrétion, en toute discrétion, quand Océane se tombait, pour pas qu'elle ait de bleu, enfin, une bosse, du mieux même avoir des grosses bosses, je mettais ma main en toute discrétion, plus de bosse, plus rien. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que quand même, tu ne le mets pas tout à fait sous le tapis, puisque tu sais que c'est un outil qui est là à disposition et tu l'utilises quand c'est nécessaire, notamment avec ta fille. Mais en revanche, tu le fais un peu en loose day et de peur qu'on te considère, même ton mari, comme une folle. Oui, mais exactement, parce que Marie était militaire, c'était quelque chose de... Voilà, c'était carré, c'était... Voilà, et puis je ne sentais pas chez lui cet esprit d'ouverture sur le magnétisme, sur les dons. Et puis après, quand je me suis retrouvée à Mornan, je sais que la copine d'Océane s'est brûlée sur toute la cuisse. Et sa maman m'appelle pour me dire, parce qu'à l'époque j'étais responsable du périscolaire, donc je connaissais les parents et les enfants, pour me demander si j'avais de la biafine. Je dis oui, j'ai de la biafine, je vais t'en apporter, mais j'ai aussi autre chose. Et cette gamine, cette petite puce, je l'ai barrée. C'est-à-dire que je suis allée la voir, je dis, est-ce que tu me permets de mettre mes mains sur ta brûlure? Et j'ai demandé aussi autorisation à sa maman, mais elle a plus mal du tout. Et là, ça a été bluffant à la fois pour la mère et à la fois pour la petite, mais qui avait confiance en moi. Et puis même pour moi, parce que j'ai dit, waouh! Mais oui, toi, jusqu'à maintenant, tu ne l'avais pas éprouvé sur d'autres personnes que ta fille, mais quand même, c'était une sorte de coming out, c'est de demander à la maman, voilà. Oui, en fait, tu sais, quand on a le don comme ça, on ne peut pas s'empêcher d'aider. Il y a une intuition qui te dit, il y a une petite voix, la petite voix qui te dit, vas-y, quoi, va l'aider cette petite, va mettre tes mains et voilà, ça a été le début d'autre chose et encore d'autres choses et encore d'autres expériences. Donc à ce moment-là, tu as commencé à plus t'autoriser à utiliser ce don quand c'était nécessaire, sans avoir peur de passer pour une folle, et tu te rendais compte que ça fonctionnait? En fait, voilà, j'attendais qu'on me demande, entre guillemets, plus ou moins. Enfin, c'était les copines de ma fille, hein, elles avaient 8 ans, 10 ans, donc c'était très facile, entre guillemets. Où cette personne, à Amande Manon, a dit à quelqu'un d'autre, voilà, ça a commencé comme ça. Hein. Et puis après, j'ai mis un petit... Moi-même, j'ai eu des gros soucis de santé, ce qui fait que j'ai dû mettre en sous cap, hein, enfin, ce don. J'étais plutôt tournée sur moi, là, pour le coup.
On peut en parler de ces gros soucis de santé? Qu'est-ce qui t'est arrivé et à quel âge? En fait, j'ai eu une méningite. Enfin, j'ai commencé par une péricardite sèche. C'est une infection de l'enveloppe du cœur. Et un mois après, donc ça c'était en novembre 2008, 1er décembre 2008, j'ai fait une méningite streptocoque sans germe retrouvé avec choc septicémique. Où je me suis retrouvée en soins intensifs. On ne savait pas si j'allais mourir ou pas. Je suis restée 12 jours hospitalisée. Et en fait, on m'a dit « Allez brûler un cierge. Vous devriez être un légume. » Et les personnes qui venaient me voir avec leur charlotte et leur combinaison. Mais les pauvres, parce qu'en fait, comme ils me sondaient, tout ça, que j'avais pas mis fonction, ils me mettaient de l'eau, mais je gonflais, parce que je n'urinais pas. Donc ils m'ont vu avec... J'étais Michelin, bibendum. Maintenant, on en rit. Mais ça a été un choc pour eux. C'était un choc. Et puis, ça a été un choc aussi l'après méningite, parce que j'avais perdu toute notion. En fait, comme m'avait dit le médecin et la neurologue, ça s'était éteint dans ma tête et il fallait que ça se rallume. Donc, en fait, pour parler, c'était très compliqué. Je n'arrivais pas à parler. J'avais les mots dans ma tête, mais j'arrivais pas à les exprimer. Et puis, j'avais beaucoup de problèmes de stabilité. Il a fallu que j'y réapprenne à marcher et de parler. Et en fait, c'était très compliqué parce que j'avais perdu la mémoire instantanée. Donc, il a fallu réapprendre tout doucement avec ma force à reparler. Et puis, 6 mois après, je reprenais le travail. T'étais dans quel état psychologique à ce moment-là? Je me sentais pas je me sentais pas pas une loque, mais j'étais un peu comme un légume parce que les peu de gens qui venaient me voir, alors je remercie les personnes qui sont venues me voir, elles se sont dit, plusieurs personnes m'ont dit, mais en fait, on a cru que tu allais rester comme ça toute ta vie, quoi. Et j'étais pas du tout la Stéphanie qu'on a pu connaître avec beaucoup de... Et c'est l'état dans lequel j'étais psychologique était un état triste, très triste, parce que j'y arrivais pas et je croyais que j'allais être, surtout pour mes filles et ma famille. Les gens qui m'ont connue à ce moment-là, ils ont eu peur et j'en ai beaucoup qui disent oh, mais tu te rends compte ce que tu es devenue et par où t'es passée, mais wow, nous on s'est fait du souci pour toi, quoi. Voilà. Et j'en ai fait une deuxième 5 ans après. Ouais, et parce qu'on a découvert que j'avais aussi un lupus systémique qui attaque les organes, parce que c'est qu'en interne, d'où ma péricardite, d'où ma méningite, voilà. Et là, elle en veille parce que je fais ce que je veux. Quand tu dis que tu fais ce que tu veux, du coup, c'est te réouvrir à ces soins et à ce don que tu as de soigner avec tes mains. C'est exactement ça. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui me suivait à l'hôpital Lyon-Sud en médecine interne, docteur Durupt. Et je lui ai dit que c'était la fin. Je dis, moi, j'ai arrêté le traitement parce que j'en ressens plus le besoin. Et il m'a dit, ok. Et il était super sympa, ce médecin. J'ai dit, bon. Et puis, j'ai compris quand même quelque chose. C'est qu'il fallait que j'arrête de subir et qu'il fallait que je sois dans la bienveillance et pour moi et pour les autres. Et du coup, je m'écoute. Donc, je me suis mise à la peinture parce que j'aime peindre. Je fais du figuratif abstrait. Je me suis mise à m'écouter. Et le médecin a dit, écoutez. Et puis, je lui dis, puis surtout, je veux aider les gens par mon magnétisme. Parce que j'ai du magnétisme. Je lui dis, ça peut vous paraître hyper perché parce qu'on n'est pas de la même école. Enfin, voilà. Et il m'a dit, non, mais j'y crois pas, certes. Mais moi, je crois en vous. Donc en fait, en t'autorisant à être pleinement toi-même, tu t'autorises à vivre ce don-là et à l'assumer et à en faire profiter ton entourage. Je ne l'assume pas encore entièrement. Il y a encore un tout petit truc qui fait que je ne l'ai pas... Donc encore une rencontre d'une personne magnétiseuse qui m'a dit, j'étais allée pour mon genou et qui a senti que j'avais le don, qui avait le don de couper le feu, tout ça, et puis de médiumnité. Et je lui ai dit oui, un petit oui. Mais bon, elle me dit, ouais, mais il va falloir quand même t'ouvrir et le donner vraiment au service des autres parce que tu l'as en toi et vraiment, et ça va t'aider à. Et en fait, quand elle m'a dit ça, elle m'a donné confiance. Ces mots m'ont donné confiance et bizarrement, je sais pas, peut-être une semaine après que je sois allée la voir, déjà mon genou, et j'avais plus mal à mon genou, c'était
plus question que je me fasse opérer. Et on m'a appelé pour quelqu'un, un adulte, qui avait un zona. Et je suis allée voir cette personne, je lui ai coupé son zona. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, tu as commencé au bouche à oreille, en fait. Les gens se sont passé le mot que tu savais faire. Exactement, c'est ça. Parce que on avait su qu'à un moment donné, je coupais le feu par les copines de mes enfants et par les parents des copines. Mais je l'avais mise en stand-by parce que voilà. Et puis après, j'ai une amie m'a appelé, m'a dit, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour cette personne? Mais j'ai dit, écoute, on va essayer. Au fur et à mesure, tu te fais connaître, pas malgré toi, mais enfin le bouche à oreille marche jusqu'à ce que tu décides quand même de t'installer. C'est pas moi qui ai décidé de m'installer, c'est l'univers qui a décidé pour moi. Je t'explique, à la base, je voulais faire vraiment ça pour aider les autres et sans forcément m'installer. Et je recevais un peu à la maison, même si j'ai aménagé le salon, tout ça, je ne m'y sentais pas. Et du coup, j'allais à domicile. Et puis, c'était vraiment du loisir. C'est-à-dire que je ne demandais rien. Et puis, tout allait bien. Et puis, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et pendant le Covid, j'ai dû, moi, m'arrêter parce que j'étais asthmatique. Et qu'à l'époque, les asthmatiques étaient considérés comme des personnes vulnérables. Et donc, voilà. Et je me suis mise à aider, à téléphoner aux personnes âgées. Et puis, j'ai dit, oh, c'est trop bien ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'aime aider les gens. Et en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider les gens. Mais pour moi, c'était les personnes âgées ou les enfants. Mais pas une fois, j'ai pensé à mon don. Mais pas une fois, je me suis dit... Puis si d'un coup, je me dis, mais en fait... C'est quand je suis revenue après à la mairie, après cet épisode de confinement, là, le premier confinement, j'étais pas à ma place. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, j'ai dit, mais en fait, je veux aider les gens. Je veux avoir quelque chose, je veux les aider, quoi. Et voilà, maintenant, je suis installée depuis le 1er octobre 2020. Du coup, j'ai décidé d'en faire un métier aujourd'hui. Mais ça a été compliqué. J'avais pas la légitimité. Je me sentais pas légitime de recevoir de l'argent. J'avais du mal à recevoir et à demander. Et une fois, on m'a dit non, mais c'est de l'énergie, l'argent. Donc, quand tu auras compris que c'est de l'énergie, que tout est énergie, tu verras que tu vas désacraliser ce côté financier. Et c'est ce qui se passe. Tu es en train de nous parler du fait que tu es installée maintenant. On est dans ton cabinet, là. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu travailles et ce que tu proposes ? Alors, comment je travaille ? Donc, du coup, je propose mon aide dans le bien-être émotionnel et corporel par le magnétisme. Ça veut dire que tout ce qui est... toutes les personnes qui vont venir me voir, soit elles ont des blocages émotionnels, soit elles ont des blocages corporels. Donc, émotionnellement, j'aime pas le mot travail, mais je vais être en relation avec la personne, avec ma façon de fonctionner qui est me cibler sur l'être. Et puis, c'est dialoguer, discuter sur l'être que j'ai en face de moi. Et c'est là-dessus. Et après, il va s'allonger, bien sûr, et puis je vais ressentir, je vais magnétiser. En général, je commence par la tête, et puis le ventre, parce que c'est les énergies émotionnelles, et puis les pieds, les jambes pour tout sortir. Et là, je ressens, moi, des choses. Et puis je vais dire, ah, là, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, on va sentir ma chaleur, ou on va sentir des picotements, ou comme de l'air. Puis, au niveau corporel, je propose un massage intuitif énergétique dont tu as pu bénéficier. Et en fait, c'est vraiment de ma création. Je n'ai pas appris, je n'ai pas été dans une école de massage. C'est vraiment de l'intuition et j'ai ce besoin de magnétiser aussi en massant. Parce que quand je vais masser, je vais ressentir des choses. Il y a des informations qui vont m'être données. Et ça, je ne peux pas les inventer non plus. Tu en as fait l'expérience. Après, des fois, tu dis, bon, je préviens. Il peut y avoir des informations qui vont m'être données et que je vais transcrire pour pouvoir comprendre pourquoi il y a des blocages aussi. Puis des fois, j'ai des courants d'air. Donc, c'est des petits anges qui viennent me voir. C'est des anges qui viennent me voir pour réparer, pour dire tout va bien, t'inquiète pas, ça va bien. Et donc, je les vois. Je les vois. Donc, je les perçois et je les décris aux patients. Et je dis, en fait, c'est quelqu'un qui est près de vous, qui est comme ça, et qui est très jovial, qui est très... Et puis, elle a ce mot dans la bouche. Mais comment
je pouvais savoir que son surnom, c'était ça. Et là, du coup, la personne, elle fond en larmes en général, mais c'est pas des larmes de peine, c'est des larmes de joie, parce que c'est dire, waouh, mais en fait, mon traumatisme, il est dû à cette perte-là, mais en fait, cette personne, elle me dit, tout va bien. Je trouve ça joli parce que c'est en général, il n'y a pas de négativité. Au contraire, ça permet aussi de lire le corps. Et pour moi, quand j'ai des informations comme ça, c'est aussi des énergies qui se mettent aussi, où le corps, il est en lien, j'aime pas le mot lien, mais en relation avec ces énergies-là. On ne se rend pas compte qu'on peut, en tout cas, drainer des traumatismes familiaux. Du coup, on voit, tu as eu un sacré cheminement. Comment tu te sens, la femme, ou la jeune femme, pardon, de 49 ans que tu es, avec tout ce parcours-là, et puis le fait de maintenant être pleinement dans tes dons, comment tu te sens? Je me sens heureuse. Je me sens dans ma plénitude et dans la gratitude. Et je me sens à ma place, à aider les gens. Et je suis un peu comme je leur dis, moi je suis votre copilote. C'est vous qui décidez. Moi je ne décide pas pour vous. C'est ma façon de fonctionner et vraiment sur l'être dans toute sa splendeur et conjuguer le verbe être. Mais on en reparlera, je pense. Conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif, et c'est vivre. Et vivre, c'est être. Elle nous donne déjà une idée de ce dont on va parler ensemble dans l'épisode bis. Merci Stéphanie. En tout cas, quel parcours et de résilience. Enfin là, alors pareil, tu parlais de mots à la mode avec la gratitude. Alors la résilience en est un. Bon là, pour le coup, il n'est pas usurpé avec ton parcours. Il y a une force de vie qui est magnifique, en fait. C'est vraiment chouette. J'ai quelques questions rituelles que j'aime bien poser à mes invités pour terminer. Ma première question, je voulais savoir, est-ce que tu écoutes ta petite voix, Stéphanie? Aujourd'hui, oui, c'est mon amie. C'est plus mon ennemi. Enfin, que je la mets plus de côté, je la cache pas. Oui, bien sûr, je l'écoute, ma petite voix. Et l'intuition, je m'écoute aussi. Ouais, je m'écoute aussi. C'est important parce que avant, je donnais plus d'écoute aux autres, à ce qui m'entourait, et pas à moi-même. Et maintenant, je suis à mon propre service. C'est-à-dire qu'avant d'être au service des autres, je suis d'abord à mon propre service pour pouvoir être au service des autres. Donc oui, j'écoute ma petite voix. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré dans ton cheminement? Je crois que celui qui m'a le plus inspiré, vraiment, c'est les accords Toltec. C'est celui qui m'a donné, qui m'a dit « Oh, il y a un truc qui existe, qui est tu peux voir les choses différemment. » Et est-ce que tu as un rituel quotidien que tu peux partager avec nous? Tous les soirs, j'envoie mes pensées à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la journée pour leur envoyer du bien-être et puis tout ce que j'ai fait dans la journée. Et je remercie. Bon, et pour terminer, tu nous y as déjà un peu répondu, mais est-ce qu'on peut dire que tu es heureuse, Stéphanie? Ah oui, je suis sur mon chemin de vie, mon chemin de moi, de soi. J'ai arrêté d'être sur des liens, des chemins de liens, de chaînes, et je suis vraiment en relation avec moi-même. Et je m'aime. Aujourd'hui, je peux dire, c'est pareil, ça peut paraître bateau, mais aujourd'hui, je m'aime avec mes forces, mes manques, mais je me focalise plutôt sur mes forces. Et je suis très heureuse d'être à la place qu'on m'a donnée. Voilà. Merci pour ton témoignage très touchant et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode bis. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.